Salut à toutes et à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'en suis désolée, on va essayer de reprendre un rythme décent. Alors on est au mois de septembre et le mois de septembre cette année ça signifie lecture commune du Maître et Marguerite de Bulgakov pour celles et ceux qui ont souscrit à la chaîne. Donc déjà forcément pour les membres il y aura du contenu régulier sur ce grand roman, sur ce grand classique de la littérature russe et de la littérature mondiale qui est le Maître et Marguerite. Je reviens pour vous faire le bilan du littératon féminin de cette année. Je crois que c'est la 3e année que j'organise le littératon féminin et malheureusement il me semble que c'est l'année où mon bilan est le moins intéressant. Alors pas au sens de mes lectures parce que j'ai trouvé que mes lectures étaient bonnes, mais en fait j'ai pas lu tant que ça, notamment parce que durant tout le mois de juillet finalement j'ai voyagé, j'étais à Budapest pendant environ un mois toute seule et j'ai fait Bratislava, je suis allée dans plusieurs villes en Hongrie, je suis aussi allée à Vienne et puis après j'ai passé une semaine en Serbie avec une amie. Donc bon bref, vous vous doutez bien que quand on est en mouvement comme ça perpétuel, on est fatigué, on a beaucoup de choses à faire, on a moins de temps aussi pour lire et ça s'en ressent effectivement dans ce bilan. On va tout de suite commencer avec la non-fiction. J'avais envie de changer un petit peu pour la non-fiction et j'avais envie de lire un autre essai que celui qui était au programme du Cercle Féministe. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, si vous souscrivez à la chaîne, vous avez aussi accès au Cercle Féministe. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc je me suis contentée... Oula, c'était quoi cet accent? Je me suis contentée... c'était un accent du sud, mais alors vraiment qui venait de loin quoi. Je me suis contentée de lire l'essai qui est au programme du Cercle Féministe pour le mois de juillet, qui était Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici. J'y ai consacré tout un live, parce qu'à chaque fois qu'on fait une lecture dans le cadre du Cercle Féministe, il y a un live à la fin, bien évidemment. Donc je ne vais pas revenir dessus en détail, c'était une lecture intéressante, bien que répétitive. En fait, si vous voulez, c'est un recueil de discours et d'articles et de textes qui ont été écrits par Silvia Federici au sujet de la question du travail domestique et de la division aussi sexuée du travail et de l'analyse que n'en a pas fait Marx, plus ou moins, si je vous résume un peu le sujet du recueil. Et malheureusement la forme même du recueil fait que ça devient un petit peu redondant et un petit peu répétitif une fois qu'on a compris, et je trouve qu'on le fait assez rapidement, l'idée qui est que le capitalisme ne survit que grâce au travail domestique qui n'a jamais été considéré comme faisant partie du prolétariat ou même s'inscrivant réellement dans la dynamique de lutte des classes, et que c'est un travail qui devrait être rémunéré selon Silvia Federici, etc. Bref. Donc c'était une bonne lecture, c'était une lecture intéressante, mais j'aurais aimé en fait lire un ouvrage entier, pensé comme un ouvrage et pas une collection de textes, pas un recueil de textes autour de cette question-là, parce qu'effectivement la forme venait un petit peu amoindrir, alors pas amoindrir, mais disons que ça faisait perdre en intérêt et en dynamisme et en profondeur. Il y avait également pas mal de points et de sujets qui étaient abordés mais très brièvement, et c'est bien normal aussi, hein, tous les textes ne peuvent pas, et c'est impossible en fait de vraiment aller en profondeur sur tous les sujets qui sont abordés, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres sujets très intéressants que j'aurais aimé voir être développés et qui n'ont pas été développés. Donc on va dire que c'était une très bonne lecture parce que c'est un sujet très important et que c'était assez facile de comprendre où Silvia Federici voulait en venir, mais que de l'autre côté je suis un petit peu restée sur ma faim et que c'est pas imputable en fait à l'autrice mais plutôt au choix de la forme pour ce livre. Alors après il ne nous reste que de la fiction. Alors j'ai lu Personne ne m'aime d'Elsa Triolet. Alors là j'ai ma vieille édition que j'aime énormément étant donné que c'est une édition dédicacée. Attendez, j'essaie de vous le montrer, ici, par Elsa Triolet. Je l'ai pas lu dans cette édition-là parce que il est assez fragile, ce qui explique aussi la petite couverture en papier, et que forcément je ne voulais pas me le trimballer partout vu sa fragilité. Donc je l'ai lu dans la nouvelle édition qui est celle du Temps des Cerises, et c'est super parce que il et elle font un travail assez intéressant, je trouve, pour republier Elsa Triolet entre autres. Elsa Triolet, c'est une autrice que j'aime beaucoup, à laquelle je veux vraiment consacrer davantage de contenu. J'ai lu d'elle Personne ne m'aime, j'ai lu d'elle Le premier accro coûte 200 francs, Le cheval blanc, Le destin personnel, qui est un tout petit recueil de 2 ou 3 nouvelles il me semble. C'est une autrice que oui j'apprécie beaucoup. Alors pour son style, que je trouve vraiment intéressant, pour les thèmes qu'elle aborde, qui me parlent et qui ne me parlent pourtant pas toujours en fait. C'est vraiment la manière dont Elsa Triolet arrive
à les écrire, à nous les présenter, qui fait que moi ça me parle beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment une acuité et une force dans son écriture assez impressionnante. Il y a des moments qui sont alors extrêmement poétiques. Et puis c'est une femme que j'admire aussi beaucoup parce qu'elle a eu un engagement politique et militant et résistant assez incroyable. En fait, il y a vraiment tout qui est passionnant un petit peu au sujet d'Elsa Triolet. Personne ne m'aime, c'est un roman qui n'a absolument rien à voir en termes de stylistique et d'écriture avec tout ce que j'ai lu d'Elsa Triolet. Aussi bien Le Cheval Blanc, qui est un long roman assez exigeant, que j'avais beaucoup aimé, qui faisait partie d'une de mes meilleures lectures en 2000... je ne sais plus, 18 peut-être, quelque chose comme ça. Ou alors Le Premier Accro coûte 200 francs, qui avait des moments mais vraiment magnifiques. Franchement, d'écriture, vraiment, j'ai encore des scènes qui m'ont marqué tellement je trouvais que l'évocation était forte, était puissante, était très très belle. Dans Personne ne m'aime, on est sur un style qui moi me touche quand même moins, un style qui est plus direct, plus simple, mais qui offre quand même des phrases parfois très directes et très évocatrices également et très marquantes. C'était vraiment une bonne lecture. C'est un livre qui est divisé. Alors encore une fois, Napolita y a consacré un live. C'est un livre qui est divisé, un roman qui est divisé en deux parties et qui met en avant des personnages féminines qui s'intéressent dans la première partie à la question de la relation amicale très amicale entre deux femmes, la question de la célébrité, la question de l'engagement tout en étant sous le regard du public. Et la deuxième partie, c'est un petit peu l'éveil d'une femme somme toute très banale qui finalement s'engage dans la résistance avec une fin de roman qui est à la fois très belle et très puissante parce que la résistance a gagné et parce que c'est aussi un bel hommage à la grande solidarité et à la grande force de l'amour entre guillemets que peut créer une bataille pour des idéaux communs, mais c'est aussi une fin qui est un petit peu marquée par la désillusion étant donné que beaucoup ont collaboré et que beaucoup n'ont pas résisté, que beaucoup n'ont pas été juste passifs, ils ont aussi été actifs dans la collaboration et ça c'est quelque chose qui marque beaucoup Elsa Triolet. C'est un roman qui est quand même assez marqué par des éléments de la propre vie d'Elsa Triolet et si on a lu d'autres textes d'Elsa Triolet on se rend compte qu'elle reprend quand même souvent des éléments qu'elle va réutiliser et réécrire de manière différente dans différents romans ou différentes même nouvelles on sent à quel point il y a eu un réel dégoût en fait je sais pas si dégoût c'est le mot approprié, mais il y a eu un vrai questionnement en fait sur la société, sur nos voisins voisines, sur nos amis, nos connaissances. Il y a eu aussi une grande déception de la part d'Elsa Triolet après le retour avec Aragon à Paris, où il y a eu une période très difficile pour eux deux, où ils ont été fortement critiqués. Et puis ils étaient aussi beaucoup adulés. Enfin, il y a beaucoup de choses à mon avis à en dire. Et le lien avec la vie d'Elsa Triolet et la vie d'Aragon aussi, bien évidemment, même si alors là il est totalement absent. Il n'y a pas de figure qui peut rappeler, à mon sens, vraiment cette union assez incroyable qu'avaient Elsa Triolet et Aragon. Mais voilà, il y a des liens très forts à faire entre leur vie et cette œuvre et pas seulement entre guillemets au niveau de la pure résistance, au niveau des faits de résistance. Mais c'était un très très bon roman. Si vous n'avez jamais lu Elsa Triolet, je ne vous recommande pas de commencer, je pense, avec ce roman-là parce que pour moi le style est pas représentatif de ce qu'elle fait en général et de ce qu'elle a fait dans ses textes les plus connus. Maintenant, ça reste très très abordable, beaucoup plus abordable en tout cas effectivement que Le Premier Accro coûte 200 francs ou que Le Cheval Blanc. Mais je vous recommande fortement de lire Elsa Triolet. Pour moi, c'est une autrice qui mérite vraiment 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 d'être relue et réétudiée et je pense que ça va se produire, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, une grande grande femme et une grande grande autrice. Alors ensuite, j'ai lu La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux, je ne sais pas trop si ça se prononce ainsi, et c'était alors incroyable en fait. C'était une très très bonne lecture. Je ne connaissais absolument pas cette autrice belge qui est née à Liège en 1906, qui est morte en 1996 et qui n'a que peu écrit. Alors, La femme de Gilles, comme vous pouvez le voir, c'est un roman très très court où on suit en fait le mariage
malheureux d'Elisa et de Gilles. Elisa absolument folle amoureuse, folle éprise, mais aussi folle, comment dire, mais aussi totalement dominée dans cette société, on va dire, par ce mari. C'est une mère, c'est une épouse et ce n'est plus une femme en fait, voilà, tout simplement. Car on ne peut plus classique. Et Gilles commence à avoir une relation, alors je ne vais pas vous dire avec qui, mais extra-conjugale, et Elisa le sait. Et en fait on observe cette femme observer son mari, son homme comme elle le dit, devenir fou amoureux, obsédé, fou de désir pour cette autre femme. C'est servi par une écriture, mais alors moi que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était... en fait c'était extrêmement puissant, et puis c'est un texte qui est très très court et qui pourtant, alors à aucun moment ne souffre de ce format de court roman. Alors oui, j'aurais aimé, parce qu'en fait j'ai tellement aimé, c'est vrai que j'aurais apprécié que ce soit beaucoup plus long, mais on ne reste pas sur sa fin, on n'a pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose, on ne se dit pas que tel ou tel personnage n'a pas été assez développé, non, en fait tout est extrêmement bien mesuré, c'est parfaitement exécuté. Pour moi ça a été une excellente lecture, mais alors vraiment je vous encourage, parce que je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir lu Madeleine Bourdoux, c'est très très court, donc en plus franchement il n'y a pas grand chose pour vous retenir, hein, question de le lire, incroyable, mais vraiment je pense que c'est... Alors je m'avance un petit peu, mais je pense que ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année. Aussi bien pour le style, que pour les réflexions, que pour la construction du récit qui est pour moi, mais encore une fois je me répète, mais je trouve que tout est parfaitement exécuté et que tout est parfaitement maîtrisé. Non, il y a vraiment des passages, j'ai noté à côté terrible, affreux, point d'exclamation, tellement, voilà, ça prend effectivement au cœur. Et pourtant c'est d'une simplicité folle. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est court, mais pourtant ça fonctionne très très bien. C'est simple et pourtant ça fonctionne très très bien. C'est une histoire somme toute banale et pourtant ça prend aux tripes. J'ai adoré. Voilà, vraiment. Les deux derniers, j'ai lu de la poésie. Alors, j'ai lu Le Cri des femmes afghanes, qui est une anthologie établie et traduite par Leila Anvar aux éditions Bruno Doucet. Je salue énormément leur travail, étant donné que c'est une anthologie bilingue de poètes ou poétesses afghanes. Si vous vous souvenez, j'avais fait un temps du texte dédié justement à des écrivaines afghanes, et j'ai adoré pouvoir approfondir ma découverte de cette littérature et de ces autrices-là. C'est vraiment un ouvrage... comment dire? Alors, il a un coût, ça c'est clair, il coûte 20 €, mais en fait, voilà, c'est un ouvrage qui n'a pour le moment pas d'égal. On a énormément d'autrices, on a des références bibliographiques qui sont très intéressantes aussi, on a un index biographique à la fin, on a des notes de traduction pour nous expliquer des choix de traduction, du vocabulaire spécifique, etc. Une postface qui est aussi très intéressante. On a par exemple très connue cette autrice dont j'avais parlé, Nadia Anjuman, mais on en a tellement d'autres que vous ne trouverez en fait dans aucun autre recueil, dans aucune autre anthologie, dans aucun autre texte. C'est une superbe opportunité d'avoir accès à des textes que nous n'aurions jamais rencontrés sans ce travail de traduction et sans ce travail d'édition en fait. Donc vraiment... j'apprécie énormément. Ce sont des poèmes qui sont rangés par catégorie, par thématique si vous préférez. La plupart sont effectivement quand même assez douloureux. Il y a certains poèmes qui sont des poèmes plutôt érotiques, par exemple des poèmes plutôt d'amour, et puis après il y a effectivement bon nombre de poèmes sur la mélancolie, la nostalgie, et puis aussi sur le sentiment d'exil, quand on se ressent apatride, quand on voit son propre pays nous être arraché par des forces totalitaires et ici religieuses. Il y a aussi cette force de la rébellion par l'écriture. C'est bien un cri, effectivement, et un cri, ça peut être un cri de beaucoup de choses, un cri d'amour, un cri de détresse, un cri de peine, un cri de rage, un cri de force, un cri de ralliement. J'ai beaucoup aimé, j'étais très touchée par ce recueil, et je ne peux que vous le recommander, vraiment. Encore en poésie, alors je voulais lire Herland de Charlotte Perkins Gilman. Sauf que je n'ai pas eu le temps. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'était mon objectif, c'était vraiment ce que je voulais lire. Et je n'ai pas eu le temps. Et j'ai oublié un livre. Attendez, je reviens.
Me revoilà. Donc, je voulais lire Herland de Charlotte Perkins Gilman, mais je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai lu sa poésie, parce que dans cette édition de ses textes... comment on dit, Selected Writings, il y a une toute petite fin qui est une fin poésie. Et j'ai été très surprise. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a peut-être une quinzaine. C'est des poèmes alors extrêmement forts et qui ne souffrent aucune ambiguïté. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que c'était des poèmes qui mettaient en scène des moments ou des choses de la vie qui sont beaucoup plus concrètes qu'on ne pourrait le penser ou que ne le fait d'habitude la poésie, ou en tout cas... par exemple, il y a un poème, si vous voulez, sur la prostitution. Il y a un poème il s'appelle Un obstacle, et en fait c'est tout un poème sur les préjugés. Et si on étendait un petit peu plus, ça pourrait être les préjugés, bien évidemment les préjugés qui pèsent sur les femmes, etc. C'est aussi l'occasion de découvrir la plume plutôt lesbienne de Charlotte Perkins Gilman, ce que j'ignorais totalement. Donc j'ai beaucoup aimé. En fait, Charlotte Perkins Gilman, je pense que tout comme Elsa Triolet, c'est une autrice à laquelle j'ai envie de dédier plus de contenu, sous quelle forme encore je ne sais pas. Mais finalement, on connaît quand même assez bien The Yellow Wallpaper. Oh, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Mais le reste, on connaît peu. Et en tout cas dans le milieu francophone, parce que dans le monde anglophone, elle est très lue et très étudiée. Mais j'aimerais peut-être proposer voilà, du contenu sur ces ouvrages, sur ces écrits, sur ces différents écrits. Et en plus, il me semble que The Yellow Wallpaper, qui est, je crois, le papier, je sais jamais comment il a été traduit, c'est un texte qui est déjà engagé, c'est un texte qui a déjà une portée féministe, etc. mais qui est quand même assez douce dans sa forme, qui est beaucoup plus subtile que les autres textes du coup, et notamment certains poèmes que j'ai lus. Et je trouve ça assez intéressant aussi que ce soit celui qui soit le plus mis en avant. Je pense pas que ce soit uniquement dû au fait que c'est un ouvrage, enfin c'est une nouvelle qui est vraiment brillante. Donc voilà, ça c'était du coup... bon, pour me consoler de ne pas pouvoir lire ce que je voulais lire de cette autrice, mais ça m'a surtout donné envie de continuer à la lire et de me pencher davantage sur sa vie également. Et enfin, j'allais l'oublier, j'ai lu Rêve de feu de Françoise Daubonne. Alors Françoise Daubonne, on l'a lu cette année dans le cercle féministe avec la naissance de l'écoféminisme, et j'ai aussi lu Le féminisme ou la mort. J'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé la vivacité, l'impétuosité, le côté irrévérencieux de son écriture. J'ai beaucoup aimé certaines de ses propositions effectivement et de ses idées. Sur d'autres, je ne suis pas trop en accord, mais c'est la vie, c'est le jeu et c'est tout à fait normal. Et en fait, Françoise Daubonne a énormément écrit, et elle a beaucoup écrit de fiction également. Et là, il s'agit d'un texte de science-fiction... en fait, pour vous la faire très simple, très brève, on va se retrouver après une troisième guerre mondiale avec une femme qui vit dans un Paris qui est bien évidemment totalement différent, qui tombe dans un profond sommeil, et dans ce profond sommeil, elle va assister au jugement de Prométhée. Au jugement de Prométhée, parce que Prométhée nous a donné le feu, et nous donnant le feu, il nous a donné aussi la technique, l'artisanat et tout ce qui en découle après, c'est-à-dire l'avancée et ce qui est considéré comme le progrès. Et la question c'est de savoir, est-ce que le progrès c'est vraiment du progrès, est-ce que le progrès c'est une bonne chose, et est-ce qu'on doit juger Prométhée ou pas. Et Irène, qui est donc cette femme que l'on suit, va finalement non pas juste assister au procès, mais participer au procès. Elle va devoir témoigner avec toute une myriade de personnages qui viennent finalement de peuples, de planètes et d'existences totalement différentes qu'on imagine dans ce futur monde. C'est assez hallucinant et halluciné comme écriture. Alors c'est pas parfait, pour moi en tout cas, effectivement il y a quand même des moments où on se perd un petit peu, où c'est peut-être un petit peu long, enfin c'est quand même un petit peu daté aussi, et puis toujours quand on est dans un genre un petit peu spécifique comme ça, je trouve qu'il y a des comment dire, il y a comme des petites cases à cocher et qui font que, je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on retrouve les attendus du genre, entre guillemets, mais c'était quand même une très bonne lecture, très surprenante, avec des moments vraiment très forts, et puis une fin que j'ai beaucoup aimée. Et en fait ça m'a donné envie de continuer à lire Françoise Daubonne, et ça m'a surtout donné envie de lire, et c'est pour ça aussi que je voulais lire Herland à la base, c'est que j'ai envie de lire de la science-fiction, au sens très large du terme, attention, écrites par des femmes, ou des dystopies, utopies écrites par des femmes, pour voir un petit peu quels sont les points communs, quels sont les thèmes qui reviennent, etc. et les différences de traitement aussi sur des points semblables. Je pense que je lirai d'autres récits un petit peu dans cette même veine, et j'essaierai de vous produire du contenu à ce sujet-là avant la fin de l'année. J'aimerais beaucoup le faire parce que franchement,
Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est totalement en dehors de ma zone de confort, donc parfois ça fait du bien de se pousser un petit peu. Mais voilà, ce sera tout pour ce bilan. J'espère que ça aura été intéressant. J'espère que ça vous aura j'espère que ça vous aura donné envie de lire certains de ces textes ou certaines de ces autrices. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu durant ce littératon féminin. Et puis on se retrouve très prochainement pour celles et ceux qui participent à la lecture commune du maître Bulgakov. Pour les autres, sans doute un peu plus tard. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de journée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo.